bonjour et bienvenue à la gare d'Annemasse qui est en travaux en ce moment parce que le Léman Express a conduit à la réfection de cette gare. Le Léman Express de la société Lémanis qui montre bien une volonté de communication transfrontalière entre l'Union Européenne et une de ses frontières extérieures, la frontière franco-suisse qui est un nœud transfrontalier et qui nous amène vers le sujet de notre tutoriel, les frontières de l'Union Européenne. Alors l'Union Européenne, on l'a déjà beaucoup vu cet objet en AGGSP puisque nous avons traité de la démocratie de l'Union Européenne dans le thème numéro 1. Cette Union Européenne est donc, je le rappelle, un ensemble de 27 États qui a des institutions, si ce n'est supranationales, qui tentent de s'imposer aux États et qui sont une fédération d'États autour de projets et qui sont marqués par des institutions. Donc, que la Commission européenne, que le Parlement européen, par exemple. Alors, cette Union européenne qui se compose de 27 États est exceptionnelle du point de vue des frontières. Donc, je vous rappelle que dans ce chapitre, on traite des frontières principalement comme des dyades, à savoir des limites géopolitiques entre les États, bien que nous avons vu en introduction que la frontière a une définition bien plus large, puisque une frontière c'est à la fois une ligne, mais c'est également une zone, un espace par la marge, l'espace transfrontalier qui fonctionne avec la frontière, comme c'est le cas par exemple avec la frontière franco-suisse, autour de laquelle tous les échanges économiques sont liés à la frontière. Donc frontière ligne, frontière espace, c'est ce qu'on reverra dans le cadre de notre Union Européenne qui est exceptionnel du point de vue des frontières. Tout d'abord parce que l'Union Européenne a un nombre de frontières internes et externes extrêmement important. Elle regroupe une grande partie des frontières de la planète alors que le territoire européen est négligeable. Alors cela est lié à l'histoire de l'Union Européenne qui a connu quand même une balkanisation de son espace. Peut-être que cela va continuer avec les volontés indépendantistes et avec des États qui se sont morcelés de plus en plus petits. Ça vient un peu de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes de 1848 qui conduit finalement à ce morcellement étatique. Une cinquantaine d'États en Europe et 27 dans l'Union Européenne alors que ce n'est pas très grand géographiquement. Alors ces frontières, on va parler des frontières internes et des frontières externes. Alors c'est intéressant parce que dans l'Union Européenne, à l'intérieur comme à l'extérieur, on retrouve tout type de frontières. Si les frontières internes de l'Union Européenne doivent s'effacer du fait des accords qui les pays européens, cette réalité n'est pas si évidente. C'est ce que nous verrons rapidement. Mais inversement, les frontières externes de l'Union Européenne, donc c'est-à-dire d'un pays de l'Union Européenne avec un pays extérieur à l'Union Européenne, sont de statut extrêmement différents. Or, actuellement, il y a une tension dans ces frontières externes comme dans ces frontières internes. La crise du coronavirus a remis en évidence cette tension avec la fermeture de certaines frontières qui a posé des graves tensions entre la France et l'Allemagne en Moselle, mais pas seulement. Mais ces tensions sur les frontières internes ou externes datent d'il y a plus longtemps. En 2015, à la suite des attentats, la France décide de rétablir ses contrôles aux frontières. La crise migratoire avait conduit l'Italie à renforcer drastiquement les frontières externes de l'Union. Donc ces frontières font débat à l'intérieur de l'Union Européenne et de par leur statut différent et de par leur complexité. Alors c'est ce que nous étudierons et on se demandera si les frontières de l'Union Européenne ont tendance à s'effacer, démontrant un processus d'intégration européenne, ou alors si au contraire elles ont tendance à se renforcer. Donc on procédera en deux points. Tout d'abord on présentera les frontières internes de l'Union Européenne et ensuite les frontières externes. Sur les frontières internes de l'Union Européenne, les frontières internes de l'Union Européenne ont tout d'abord, dans un premier temps, tendance à s'effacer du fait des accords qui ont été signés. Donc déjà, tout simplement, en termes de libre circulation, les accords de Schengen signés en 1995 permettent une libre circulation à des personnes dans l'Union Européenne. Sauf qu'on verra rapidement que certains pays européens, par exemple l'Irlande, la Roumanie ou la Bulgarie, ne sont pas signataires de Schengen. Mais si on exclut ces pays-là, eh ben, il y a une augmentation de la facilité de circulation et donc un effacement de ces frontières. Effacement de ces frontières qui est favorisé également par le choix des pays européens d'avoir un droit
qui est de plus en plus mise en commun. Aussi, si les aspects en termes de fiscalité et de droits sont communs entre les pays européens, cela conduit à l'effacement des frontières. Donc si par exemple on permet aux travailleurs de travailler de part et d'autre des frontières, ce qui peut provoquer des polémiques comme le plombier polonais, mais également si on adopte la même monnaie, si on adopte des règles communes, bref, cela conduit à l'effacement progressif des frontières. Il y a des programmes qui ont été mis en place, par exemple le programme Interreg, qui favorise le développement des régions transfrontalières, ou alors même le programme Erasmus, qui invite les étudiants européens à aller étudier dans un autre pays européen, participe à cet effacement des frontières internes de l'Union européenne. Cependant, il faut nuancer, parce que les frontières de l'Union européenne ont tendance à se renforcer pour différentes raisons. La première est qu'il y a un maintien des différences de législation, et de fait, il y a une frontiérisation économique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Union européenne, un certain nombre de pays ont des différences de développement très notables. Par exemple, la France est beaucoup moins développée que l'Allemagne ou le Luxembourg. Et il y a un certain nombre de frontaliers et d'activités qui vont se positionner à proximité de la frontière pour bénéficier d'un différentiel de législation. Et ce phénomène se développe massivement. C'est un exemple que j'ai donné sur la France et l'Allemagne, mais ce n'est pas le cas. Donc là, il n'y a que à cet endroit-là. Ici, vraiment, on voit bien une augmentation de l'importance de ces frontières, du fait même de la dynamique économique, du libre-échange, mais de l'autre côté, le libre-échange fait face à des différences de législation et de salaire, de droits sociaux, mais aussi de culture qui sont importantes. Et la productivité allemande est liée en partie à des traits culturels qui font que l'économie allemande, notamment l'industrie allemande, marche mieux que l'industrie française. Ou alors purement fiscal, par exemple le Luxembourg, qui est un paradis fiscal en plein milieu de l'Union européenne, qui localise un certain nombre d'activités de sièges sociaux, par exemple le siège social d'Amazon est au Luxembourg, et qui conduit à l'importance des frontaliers vers cet espace. Alors ensuite, autre élément qui participe au renforcement des frontières internes, c'est la crise migratoire. Alors ça, il ne faut pas le nier, un certain nombre de pays de l'Union européenne ont rétabli des frontières internes pour faire face à la crise migratoire. Donc c'est le cas de la Hongrie avec la Croatie, mais également il ne faut pas le nier, de la France. La France avec l'Italie qui rétablit une frontière surveillée, notamment dans les Alpes-Maritimes. Donc vous savez les problèmes qu'il y a eu dans la vallée de la Joya, qui sont importants, avec des activistes qui font passer des migrants, qui se font arrêter par la police, ou alors même des groupuscules d'extrême droite qui viennent empêcher les migrants de passer, estimant que la police ne fait pas son travail. Là, il y a un rétablissement des frontières internes du fait de la crise migratoire, parce qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne estiment que Frontex, le dispositif de frontières externes, n'est pas opérant pour bloquer. Ensuite, pour bloquer les migrants. Alors, troisième phénomène, c'est la montée dans l'Union européenne des mouvements nationalistes et souverainistes qui se basent sur le rejet de l'intégration européenne. Donc on peut prendre le mouvement, par exemple, le mouvement La Lega en Italie, qui est un peu moins anti-européen depuis peu, mais ou alors la montée du Front National en France, ou alors le PiS, ou alors le parti de le PiS c'est en Pologne, ou alors le parti de Viktor Orban en Hongrie, donc le PiS et Viktor Orban étant au pouvoir. Ces partis-là sont clairement souverainistes et nationalistes et privilégient leur droit social. Alors là, ça conduit à une augmentation des frontières. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne jouent pas coopératif dans l'Union européenne et défendent avant tout leur intérêt national sur l'intérêt européen. C'est leur droit, je ne suis pas là pour le critiquer. Bien au contraire. Et du coup, je suis là pour l'analyser. Et du coup, ce qu'on observe dans ces pratiques-là, c'est qu'ils ont tendance à pratiquer un dumping fiscal, un dumping social, qui conduit en Europe de l'Est notamment à une grande attractivité des activités, et du coup à la montée de la concurrence des fiscalités entre les pays européens, mais également ils ne veulent pas respecter un certain nombre de règles européennes qui ne les arrangent pas. Et la Commission européenne ayant du mal à donner des sanctions, on en arrive à une concurrence entre les pays européens. Et du coup, même les pays qui s'opposent à la Pologne ou à la Hongrie se retrouvent dans l'obligation de remettre des barrières pour faire face à la concurrence de ces pays-là. Alors pas assez selon les syndicats français, par exemple, qui regrettent actuellement que la facilité qu'ont les travailleurs polonais et roumains de venir travailler en France, mais sur d'autres éléments, notamment l'agriculture, c'est le cas, avec le non-respect de normes européennes par les Polonais ou les Hongrois.
On en a fini avec les frontières internes. Maintenant, on va passer aux frontières externes de l'Union européenne. Alors, ces frontières externes de l'Union européenne, déjà, elles ont une première caractéristique, c'est qu'elles sont récentes, complexes et changeantes. En effet, les adhésions sont multiples et vous avez par exemple une frontière qui a moins d'1 an, puisque la frontière externe avec le Royaume-Uni, qui est essentiellement une frontière maritime, bien que là où elle soit terrestre, à savoir en Irlande, cela pose de graves problèmes. Ces frontières sont changeantes du fait des multiples adhésions ou alors retraits qui se passent dans l'Union européenne. Alors ces frontières externes, déjà officiellement, elles sont surveillées par un dispositif qui est le dispositif Frontex. Mais leur complexité est la suivante. C'est que certains pays de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen de libre circulation. Aussi, ces pays-là ne peuvent pas être considérés totalement du point de vue des frontières comme des pays internes à l'Union européenne. Mais inversement, des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme par exemple la Suisse, comme par exemple la Norvège, sont membres de l'espace Schengen. Et donc, il y a libre circulation avec eux. Du coup, il devient extrêmement complexe de définir des frontières externes. Si les frontières externes, c'est des pays qui sont dans l'Union européenne, il faut quand même reconnaître que si on est dans Schengen, on est dans les frontières de l'Union européenne. Et donc là, on voit qu'il y a une inadéquation dans l'Union européenne entre l'institution et les frontières, ce qui pose quand même une complexité importante. De plus, le dispositif Frontex qui en surveille les frontières extérieures est extrêmement critiqué, puisque ce sont les États qui en sont les responsables. Alors à cela s'ajoute une autre complexité, c'est que les pays de l'Union européenne possèdent des territoires ultramarins, donc, comme par exemple la France possède la Guadeloupe ou la Nouvelle-Calédonie. Le Danemark par exemple possède le Groenland. Alors ça pose d'énormes problèmes parce que l'Union européenne a des frontières qui sont éloignées. Alors là aussi il y a une complexité parce que dans les pays européens, un certain nombre de pays européens ont des territoires qui sont à l'intérieur de leur pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie n'est pas dans l'Union européenne alors qu'elle est en France, ou le Groenland n'est pas dans l'Union européenne alors qu'il est au Danemark. Alors cela s'explique par les législations européennes, principalement écologiques, qui empêcheraient un certain nombre d'activités dans ces pays-là. Le nickel en Nouvelle-Calédonie, la pêche aux phoques pour les Inuits. Au Groenland, c'est les Inuits qui refusent strictement de rentrer dans l'Union européenne pour des raisons écologiques. Parce qu'ils ne veulent pas respecter un certain nombre de règles de protection des animaux, de la pêche. On les comprend, ils ont leur tradition, c'est leur choix. Et du coup, il faut voir cette double complexité. Et alors maintenant, ça nous amène au deuxième problème qui fait que ces frontières externes, elles ont tendance à avoir des statuts de plus en plus différents. C'est que certains pays, notamment avec le Maroc ou avec la Turquie, ont des frontières mûres aux portes de l'Union européenne du fait de la différence de développement et de la crise migratoire. Et ça montre différents statuts donc de frontières mûres, et on peut le donner à Ceuta et à Melilla, donc qui sont les frontières des enclaves espagnoles, mais également à la frontière gréco-turque. Il y a maintenant des murs qui s'érigent entre la Serbie et la Hongrie, donc il y a un certain nombre de frontières européennes qui deviennent de plus en plus des murs du fait de la crise migratoire. Inversement, il y a des frontières externes de l'Union européenne qui sont de plus en plus passantes, donc comme la frontière franco-suisse ou alors la frontière norvégo-suédoise, et cela montre du coup ces différences de statut. Alors, ces frontières européennes sont donc extrêmement complexes. On voit qu'elles n'ont pas une tendance à se refermer, à s'ouvrir, et bien au contraire, qu'elles ont une tendance à se refermer, qu'elles sont de statuts très différents et très changeantes, et que cela leur donne une complexité qui donne un manque de visibilité globale sur les frontières de l'Union européenne. Il n'y a pas une frontière de l'Union européenne, il y a des frontières qui sont chacune exceptionnelles et dont le droit n'est pas réglementé de manière unique, parce qu'on a bien vu que les frontières de l'Union européenne ne sont pas les frontières de l'Europe, qui ne sont pas les frontières des pays adhérents de l'Union européenne. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour une nouvelle vidéo.